To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them, to die, to sleep, no more. And by a sleep to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep perchance, to dream. Aye, there is the rub. For in that sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There is the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scones of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the love's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grant and the sweat and their weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose board no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sickled o'er with the pale cast of thought and enterprises of great pitch, and moment with disregard their currents turn array and lose the name of action. C'était le monologue le plus célèbre, le plus connu de toute la littérature anglaise, peut-être de toute la littérature mondiale. Il a été prononcé par Hamlet dans la pièce éponyme de Shakespeare. Vous avez remarqué la première question, to be or not to be, être ou ne pas être, c'est une question elliptique d'une concision très précise, mais d'une portée infinie. Et elle a été posée par Hamlet lui-même quand il a vu le spectre de son père. Alors Hamlet est un prince danois et l'esprit de son père lui est apparu et il lui a dit que c'est son oncle qui l'a tué. Donc le frère du père d'Hamlet, il l'a tué, il a usurpé le trône pour devenir le roi du Danemark, et il a épousé sa femme et il demande à Hamlet de le venger et de prendre sa revanche. Mais Hamlet ne se sent pas capable d'accomplir cet acte. Il a eu la conscience de son irrésolution, il tergiverse, il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas acter et il a ce manque de praxis, la praxis dans le sens philosophique tel qu'elle a été conçu par Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Ça veut dire acter, passer à l'acte et ne pas rester dans l'idéation. Alors, il sait qu'il est lâche, qu'il ne peut pas exaucer le vœu de son père, et il va simuler la démence pour dire tout ce qu'il pense, dire les vérités sans égard pour les convenances sociales, sans égard pour la bienséance, et pour jouer une pièce où il reconstitue le crime de son oncle devant lui. Il était un petit peu le fou du roi. Vous savez, dans le théâtre élisabétain, il y a toujours un fou du roi, celui qui clame les vérités sans phare, sans fioriture, il dit tout sans avoir peur de rien. Et cette démence qu'il a simulée, elle va finir par l'emporter, elle va finir par être une vraie démence. Hamlet, c'est la plus longue pièce de Shakespeare, et le personnage d'Hamlet a beaucoup influencé la littérature et le théâtre. C'est un condensé des 900 personnages créés par Shakespeare, et il a eu une grande influence sur tous les monologues qui vont suivre, notamment les monologues des personnages de Herman Melville. Il a eu aussi une influence sur la psychanalyse lacanienne et freudienne, et il a beaucoup marqué la littérature. Alors je vais vous traduire quand même le texte en français. Je l'ai ici.
Alors, surtout, c'est une question sur l'existence, sur le néant, sur la mort. Il pose des questions très directes et très existentielles sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et il se demande s'il doit vivre servilement et ne pas obéir à son père, ne pas le venger, vivre dans l'indignité, ou mourir dignement, ou comme dit Jean Améry, le philosophe Jean Améry, porter la main sur sa vie, se tuer lui-même pour fuir cette indignité. Et voilà, alors le début du troisième acte, voilà, je vais vous le traduire en français. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir l'affront et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et d'y faire front pour y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux 1000 tortures naturelles qui sont le lot de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, peut-être rêver. Oui, voilà l'obstacle. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort quand nous sommes débarrassés du tumulte de cette vie? C'est cette réflexion-là qui donne à nos malheurs une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d'hommes indignes, s'il pouvait en être quitte avec un simple poignard? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas? Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi les entreprises importantes et de grande portée se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action. On revient à la praxis qui fait défaut à Hamlet, qui est conscient de son irrésolution et de sa tergiversation. Voilà, je vous souhaite une très très bonne lecture à tous.